C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces deux explosions à Bukavu lors d'un meeting du M23. Les détonations ont été déclenchées en plein meeting. Des rebelles qui contrôlent désormais la capitale du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le bilan fait état d'au moins 11 morts. Le président Félix Tshisekedi condamne, je cite, un acte terroriste odieux. La situation humanitaire alarmante au Soudan. Alors que la guerre se poursuit, le pays est frappé par de nombreuses épidémies et l'aide humanitaire peine à arriver dans la zone de conflit. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial dans le pays. Il est de retour du Soudan. Décryptage à suivre. Et puis l'éducation à deux vitesses en Afrique du Sud. Alors que la rentrée scolaire s'est tenue il y a quelques semaines, de nombreuses études montrent que les élèves des écoles publiques ont un niveau bien plus faible que les autres. Reportage à suivre. Bukavu meurtri ce jeudi, deux explosions ont retenti lors d'un meeting du M23 qui contrôle désormais la capitale du Sud Kivu. Les attaques ont eu lieu juste après le départ des dirigeants du M23. Le bilan fait état d'au moins 11 morts et une soixantaine de blessés. Clarisse Fortuné. Des milliers de personnes avaient été tenues d'assister à ce rassemblement convoqué par Corneille Nangaa. Alors que le chef rebelle quittait la zone, une explosion a retenti, suivie d'une seconde, dispersant une foule terrorisée. Certains bravant leur peur pour assister les blessés. Beaucoup de gens viennent de mourir. Alors que le président du mouvement quittait le podium, des gens ont été tués. J'ai vu 7 corps. Nous ne savions pas qu'il y avait des gens mal intentionnés parmi nous. Nous avons entendu l'explosion. On a retrouvé des gens blessés. Moi aussi j'étais blessé, mais Dieu merci, nous sommes en vie. Ce rassemblement était la première apparition du chef rebelle Corneille Nangaa depuis que les combattants du M23 ont pris le contrôle de Bukavu. Il accuse le gouvernement congolais d'être responsable de l'attentat sans fournir de preuves. Le président Félix Tshisekedi, quant à lui, dénonce un acte terroriste odieux commis par une force étrangère, illégalement présente sur le territoire congolais. Bukavu et Goma, les capitales des provinces du Kivu, avaient été conquises ces dernières semaines par le M23, soutenu selon l'ONU par quelques 4000 soldats rwandais. Et l'autre conflit qui inquiète notamment les humanitaires et les ONG, c'est au Soudan. L'ONU a tiré la sonnette d'alarme ce jeudi. Selon l'organisation internationale, le Soudan sombre dans l'abîme et pourrait connaître la mort de centaines de milliers de personnes si la guerre ne s'arrête pas et que l'aide humanitaire n'est pas distribuée. S'ajoute à ceci une épidémie inquiétante de choléra dans le sud du pays. Au moins 70 personnes sont mortes et plus de 2200 ont été contaminées par la maladie au cours de la semaine écoulée, selon l'ONG Save the Children. Et justement, notre envoyé spécial Bastien Renouille est de retour du Soudan. Il revient pour nous sur la situation humanitaire. Écoutez. Il y a deux points particulièrement importants, l'alimentation et la santé. Au niveau de l'alimentation, c'est un sujet qui revient en permanence dans les discussions, peu importe où l'on se trouve au Soudan. Les personnes qui ont un travail, qui ont un petit peu d'argent, peuvent réussir à se nourrir. Il y a de la nourriture dans les marchés, dans les petits centres commerciaux, mais elle est extrêmement chère. En revanche, la situation est différente pour les personnes déplacées ou pour celles qui vivent dans les zones qui ont récemment été libérées par l'armée soudanaise. Là-bas, ces gens n'ont plus de travail, n'ont plus d'argent. L'État est censé leur donner de la nourriture, mais il ne le fait plus, il n'a plus les moyens de le faire. Donc ces personnes comptent sur des petites associations, les taquillas, des soupes populaires, ou sur les ONG internationales, mais la nourriture n'arrive pas suffisamment, n'arrive pas assez rapidement. Certains ne mangent pas parfois pendant 2 ou 3 jours, et cela se voit, hein. Les populations sont extrêmement maigres dans ces zones qui viennent d'être recapturées par l'armée, notamment les enfants, des enfants qui sont envoyés vers les centres de soins. Il y en a un notamment dans la région de Khartoum, où nous nous sommes rendus avec mon collègue Mohamed Farhat, et sur place, des dizaines d'enfants qui sont sous-nourris. Alors la situation est peu à peu en train de s'améliorer, nous disent les médecins, mais c'est dans le cas dans les zones contrôlées par l'armée, dans celles qui sont contrôlées par les forces de soutien rapide, elle est toujours extrêmement compliquée. Et puis ensuite, il y a la santé, je vous en parlais, seulement 2 hôpitaux fonctionnels dans la région de Khartoum. Nous avons passé toute une journée dans l'un d'entre eux, l'hôpital Al-Nao, qui est resté ouvert depuis le début du conflit. Et sur place, c'est une scène de désolation. Il y a des blessés absolument partout dans l'hôpital. L'accueil a été transformé
transformées en salle des urgences. Les équipes sont sur le pont 24 heures sur 24. Elles sont épuisées, mais elles nous le disent, elles n'ont pas le choix. Il faut absolument tenir coûte que coûte parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour la population. Alors Bastien, vous l'avez entendu, pour l'ONU, la guerre doit prendre fin rapidement. Où en est l'avancée militaire autour de Khartoum ? Eh bien, l'armée avance petit à petit, les combats sont extrêmement intenses. Toute la journée, on entend les tirs d'artillerie, des tirs qui partent des zones contrôlées par l'armée en direction de Khartoum, mais qui arrivent aussi sur les zones civiles contrôlées par l'armée, des tirs de mortier notamment effectués par les forces de soutien rapide, qui touchent au hasard la population, des dizaines d'obus qui tombent chaque jour. Ensuite, il y a l'offensive terrestre. L'armée reprend peu à peu des quartiers. Les villes voisines de Khartoum, Omdurman et Bari, sont quasiment entièrement contrôlées par l'armée. Nous avons pu suivre ces offensives, aller dans les territoires tout juste libérés par l'armée soudanaise. Et sur place, eh bien, c'est le chaos total. Les bâtiments sont détruits, il n'y a plus âmes qui vivent dans les rues. Et puis il y a cette odeur, l'odeur de la mort. On ne voit pas forcément les cadavres, mais partout, cette odeur qui revient régulièrement. L'armée qui a du mal à avancer, qui le fait petit à petit, quartier par quartier. On entend en permanence les tirs, les rafales de Kalachnikov, mais elle progresse, elle y parvient peu à peu. L'armée qui nous affirme qu'elle contrôlera bientôt la capitale Khartoum, mais c'est extrêmement complexe pour elle, car Khartoum dispose de très nombreux bâtiments extrêmement hauts. Il y a de très nombreux snipers des forces de soutien rapide qui font d'énormes dégâts sur l'armée. Il faut donc être prudent et donc il est extrêmement difficile pour les militaires de progresser. Mais certains l'affirment, ils comptent reprendre la capitale avant la fin du Ramadan, qui démarrera dans quelques jours. Reste à savoir s'ils y parviendront réellement. La réponse d'Alger à Paris au lendemain de l'annonce de la France de sa volonté de réexaminer les accords de 1968. Dans un communiqué, l'Algérie a rejeté catégoriquement les ultimatums et les menaces de la France. Alger a annoncé une réciprocité stricte et immédiate à toute restriction apportée aux mobilités entre l'Algérie et la France. Les autorités algériennes ont également fait savoir qu'elles laissaient la partie française assumer, je cite, la responsabilité pleine et entière d'une rupture. En Guinée, une cour spéciale de Conakry a condamné jeudi l'ex-premier ministre d'Alpha Condé, Ibrahim Kassori Fofana. Il a été condamné à 5 ans de prison pour, entre autres, détournement de fonds publics. Il est l'un des nombreux anciens dirigeants et figures de l'opposition ou de la société civile incarcérés ou inquiétés sous le régime militaire. Au Sénégal, le gouvernement veut mettre fin à la crise sociale qui secoue le pays. Le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré les associations des travailleurs et le patronat. Plusieurs syndicats ont lancé des mouvements sociaux ces derniers jours, comme le syndicat des médecins et celui de l'enseignement supérieur. La correspondance à Dakar d'Elimanda. C'est pratiquement tout l'univers du travail au Sénégal qui s'est retrouvé ce jeudi au Grand Théâtre de Dakar pour assister à cette rencontre tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Une rencontre présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Tour à tour se sont succédés au podium devant l'assistance les représentants du patronat, des centrales syndicales, mais aussi des associations de travailleurs comme le syndicat des médecins et de l'enseignement supérieur, qui sont des syndicats actuellement en mouvement d'humeur. Le syndicat des médecins réclame par exemple de meilleures conditions de travail, mais aussi une équité salariale, des revendications qui interviennent dans un contexte de crise des finances publiques. En prenant la parole, le ministre du Budget a informé que l'État du Sénégal vivait au-dessus de ses moyens d'après le rapport de la Cour des comptes rendu public il y a quelques semaines. Le ministre du Travail, de son côté, a informé que le gouvernement était en train de travailler sur l'élaboration de nouveaux pactes sociaux censés apporter des solutions à ces différentes revendications avec la signature de 9 conventions collectives. Il reste maintenant à savoir si ces solutions apportées par le gouvernement vont apaiser cette situation sociale et vont convenir aux différentes centrales syndicales. En Afrique du Sud, ils sont de plus en plus nombreux à craindre une éducation à 2 vitesses. Alors que la rentrée scolaire s'est tenue il y a quelques semaines, de nombreuses études montrent que les élèves des écoles publiques ont un niveau bien plus faible que celui des écoles semi-privées. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Kerstens.
Cette école primaire ne dépend que des fonds publics. Les infrastructures ne sont pas entretenues, les effectifs d'élèves explosent. Pourtant, il y a de moins en moins d'enseignants. L'année dernière, 2400 postes d'enseignants ont été supprimés. Toutes les écoles ont perdu des instituteurs, nous y compris. Je suis la principale de l'établissement et maintenant je suis aussi obligée d'enseigner à plein temps. Nous n'avons pas les moyens d'embaucher. Nous ne recevons pas d'argent. Ici, le niveau des résultats scolaires est proportionnel au budget des établissements. Nevin a été inspecteur primaire pendant 3 ans. Il nous montre une école privée où le niveau académique est aussi bon qu'en Europe. Il est encore choqué par son expérience d'évaluation des écoles. Certaines écoles n'ont pas d'infrastructure de base, pas de toilettes, pas d'eau potable, ni de nourriture pour les élèves. C'était absolument choquant. Et c'est très injuste pour les élèves, alors qu'à 5 minutes de là, le contexte est tout autre. La ministre de l'Éducation sud-africaine s'entretenait récemment au Cap avec ses homologues du G20. Pretoria a beau promouvoir l'égalité devant l'éducation, ce système à 2 vitesses est difficile à éradiquer. Nous voulons que la taille des classes reste petite, du moins par rapport aux normes internationales. Nous voulons que nos élèves puissent manger à l'école et qu'ils aient accès au transport public. Ces éléments sont importants pour les communautés les plus modestes, car ce sont tous ces facteurs qui influencent la capacité des élèves à atteindre l'excellence académique. En Afrique du Sud, seulement 37% des enfants qui entrent à l'école vont jusqu'au baccalauréat. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. En tant que père, j'ai dû faire ce choix à cause de ma mauvaise situation financière. Je vois ce mariage comme une solution. J'ai 15 ans et aujourd'hui, je vais me marier. 51%. C'est le triste pourcentage de jeunes filles mariées avant leurs 18 ans au Bangladesh, reflet de la pauvreté d'un pays en crise, en proie aux catastrophes naturelles. Il y a eu une énorme inondation. L'eau a détruit tous mes plants de riz. Si j'avais une fille dans ces conditions, je ne pourrais pas l'élever correctement. Je devrais sûrement aussi la marier jeune. Entravée par le diktat social. Il répandait des rumeurs en disant que si je ne me mariais pas, il m'arriverait quelque chose de terrible. J'avais l'impression qu'on me torturait mentalement. Les femmes bangladaises aspirent à une nouvelle trajectoire et certaines cassent les codes. Je ne veux pas gâcher ma vie en me mariant. J'ai envie de continuer à m'épanouir comme ça. Reporter, enfants à marier, le fléau du Bangladesh, à retrouver sur France 24. Le canapé devient art. Vivez l'art du canapé devant la météo avec Homme Salon. Retrouvez la météo avec Écoutez Voir. Des lunettes et des aides auditives pour rester à l'écoute du monde et voir plus loin. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste.